Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette conférence de 20 minutes très timée. Donc en fait, j'ai le plaisir de vous faire vivre un voyage. On pense souvent à la propriété intellectuelle comme une matière un peu complexe, un peu juridique. Et moi, je vous propose aujourd'hui un voyage à travers le temps. On va essayer, c'est écrit 25 siècles, mais en fait, je vous propose même plus que ça. Je vous propose presque 330 000 ans. Donc, j'espère que vous êtes accrochés. On en reparlera si vous souhaitez qu'on vous évoque un peu plus l'I2EPI. Vous pouvez venir nous voir sur notre stand. Nous formons les entreprises et les organismes publics et privés aux aspects stratégiques et managériaux de la propriété intellectuelle depuis 20 ans. Et nous avons effectivement une offre de formation qui s'est développée ces 20 années. Mais ce n'est pas le propos. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc de la propriété intellectuelle comme un voyage et comme une vieille histoire d'avenir. Alors, je vais commencer par cette représentation-là et vous demander comme ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça vous évoque, à part une peinture de Rothko ou que sais-je. Que représente cette forme ci-contre? Je vais faire attention à la montre parce que Jean-Baptiste y fait attention. Avez-vous une idée? Pardon? L'histoire. Effectivement, la propriété intellectuelle, une vieille histoire d'avenir. Alors nous avons là, en fait, la représentation de 330 000 ans d'histoire, avec ce grand bloc ici qui est effectivement la période de la préhistoire et encore, la courte période de la préhistoire, qui représente l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, comme vous le savez, homme sage, doté d'un langage articulé, de discernement, capable de stratégie, capable d'anticipation, capable d'innovation, on le verra juste après. Ensuite, vous avez l'Antiquité sur environ une période assez importante qui est là. Et moi, ce que j'ai eu à cœur de vous montrer, c'est l'émergence de la propriété intellectuelle et des logiques d'innovation sur ce grand continuum historique, avec notamment l'apparition, on y reviendra juste après, des cuisiniers de Sybaris en moins 400 avant Jésus-Christ. Puis, en plus 400, l'apparition du codex. Ça ne paraît pas. Le codex, vous le savez, a remplacé le volumen. Le volumen, c'était l'écrit sur des rouleaux. Le codex, en fait, a tout changé parce qu'il a pu nous permettre de tracer le savoir, de l'écrire et surtout de le classer, de l'indexer. Avec le codex, vous n'avez plus la logique de rouleau, mais vous avez la logique de livre, donc la logique de recto-verso. Donc vous pouvez circonscrire et consigner beaucoup plus de savoir et surtout la logique d'indexation et donc d'accès à la connaissance facilité et rapide. Et c'est là le tournant, la rupture technologique à ce moment-là. Le décret, ensuite, vous avez bien sûr l'imprimerie qui massifie la connaissance. Qui dit massification de la connaissance dit érudition et dit ensuite technologie, innovation. Le décret de Venise, là on arrive effectivement dans les logiques de monopole avec la propriété intellectuelle qui est en train de s'institutionnaliser et de s'organiser, de se structurer. Ensuite, on arrive sur la période, donc, après le Moyen-Âge, des temps modernes, de la Renaissance et des temps modernes. Alors là, j'ai pris juste un exemple du roi Charles VIII et de Josquin-des-Prés. Ça va vous paraître un petit peu anachronique, mais Josquin-des-Prés était donc un compositeur qui a été l'un des premiers à bénéficier d'un privilège royal. Et je tiens à vous préciser que si vous allez, pour ceux qui ont Spotify ou Deezer, vous avez quand même encore aujourd'hui, en 2025, toute l'œuvre de Josquin-des-Prés accessible sur Deezer. Si Josquin le savait, je crois qu'il serait ravi. Pour vous dire combien les monopoles et les privilèges royaux ont pu faire perdurer effectivement, je dirais, la propriété littéraire et artistique. Le statut de monopoly, c'est là où on commence à structurer les privilèges royaux en leur donnant une durée. On commence à voir la durée du brevet et le fait que les droits à un moment donné s'éteignent. Puis vous avez le statut de Han, qui est les prémices de la propriété littéraire et artistique. Ensuite, vous avez le bloc de l'époque contemporaine où tout s'accélère. Donc, je ne vais pas lire ce que vous avez lu déjà depuis tout à l'heure, parce que ce n'est pas trop le propos, mais on voit qu'effectivement, là, la propriété intellectuelle va se structurer, va s'institutionnaliser et se légaliser. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, finalement, on a là une roue de l'histoire qui a en fait tourné, depuis l'Homo sapiens, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait cette capacité d'anticipation et d'innovation jusqu'au temps moderne. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a là, ici, je vous fais une proposition, je reprends les 8 périodes, et voilà ce que je vais vous proposer
Comment, en fait, pour chacun des modèles, on a retrouvé des logiques dominantes, des modèles de valorisation, et quelles étaient les tensions clés à chaque époque. Et le défi de ce pitch, c'était de vous dire 25 siècles d'histoire, 8 récits, 8 leçons. On revient sur notre préhistoire. La logique dominante était la transmission orale et l'imitation. Là, le mode de valorisation était bien sûr l'observation, l'apprentissage collectif, la démonstration. Et la transmission communautaire, avec 2 tensions clés qui étaient le partage et aussi la survie. On a tous en tête les exemples de Lascaux, mais aussi peut-être moins pour vous, les bijoux de Blombos qu'on l'a retrouvé en Afrique du Sud. On connaît les grottes de Lascaux, en plus c'est quand même chez nous. On voit effectivement qu'on a déjà là cet art pariétal qui dessine les prémices de la marque distinctive, de la trace. Les bijoux de Blombos qu'on a retrouvés en Afrique du Sud, en fait, étaient des sortes d'ossements sur lesquels les hommes préhistoriques en fait, dessinaient des marques, vous voyez où je veux en venir, pour pouvoir montrer leur identité et à quelle communauté ils appartenaient. Donc là, on a l'apparition du signe distinctif. Déjà, donc les bijoux de Blombos, c'est moins 70 000 ans avant Jésus-Christ. L'Antiquité, on a ce savoir codifié qui va se structurer avec le prestige de l'invention. On a là, bien évidemment, l'émergence avec les routes du commerce et de la guerre, des premiers, on va dire, échanges, et le patronage des cités. Avec déjà, en tension clé, l'innovation et la volonté de contrôler le pouvoir. Je parlais tout à l'heure des cuisiniers de Sybaris, vous connaissez sans doute l'histoire, des cuisiniers de Sybaris qui donc avaient des recettes, et qui en fait avait obtenu un monopole d'exploitation temporaire. Donc on avait déjà cette notion de tension clé de « j'ai le monopole d'exploitation, tu ne peux pas imiter ma recette, mais elle va devenir publique dans un certain temps et elle pourra être améliorée ». On avait là, et on est en moins 400 avant Jésus-Christ, on avait avec les cuisiniers de Sybaris déjà, je dirais, toute la sémantique de la propriété intellectuelle. On arrive, donc on quitte l'Antiquité, on arrive au Moyen-Âge, dont on sait qu'il a duré environ 500 ans. Donc on revient sur ce bloc-là. Donc on voit que les blocs se réduisent de plus en plus. Et au Moyen-Âge, donc, on a en logique dominante la logique, bien sûr, des secrets. Alors je ne vous fais pas le rappel du nom de la rose, d'Umberto Eco, mais la logique des secrets et des privilèges corporatifs. Avec ici un savoir-faire qui est protégé par les guildes, mais aussi par les ordres religieux. Et bien évidemment la valorisation par le secret et la réputation. Alors on est dans la région de la Chartreuse, vous connaissez sans doute la Chartreuse, et donc effectivement vous le savez, à la correrie qui se trouve dans le Vercors, se trouve encore dans un coffre, ça je le tiens du pompier qui gérait la sécurité à la correrie du Vercors, enfin maintenant moi, je suis sur Strasbourg mais j'ai longtemps vécu sur Grenoble. Il y a toujours dans le coffre à la correrie le parchemin de la recette de la Chartreuse, composée de je ne sais plus combien de dizaines de plantes, qui est resté secret depuis le Moyen-Âge. Donc vous voyez, là aussi, le secret, on se pose souvent la question quand on est un industriel de se dire secret ou pas secret. Il y a des secrets qui ont la vie assez dure. Et à cette époque-là, on est sur 2 tensions clés qui sont fermeture et diffusion. J'aime aussi rappeler qu'entre le XIe siècle et le XVIe siècle, les moulins à eau qui ont aussi contribué à l'émergence aussi de la production du pain, la production de la farine, etc., ont fait déjà, eux, œuvre du transfert de technologie, guidés par les abbayes qui, en fait, diffusaient ce savoir dans l'Europe entière, en voyageant et en allant diffuser le savoir comme on le fait aujourd'hui avec le transfert de tech. J'aime à dire que les abbayes étaient certainement les premiers pôles de compétitivité et clusters d'innovation. Et là, on a aussi cette histoire que vous connaissez certainement des verriers de Murano, qui, eux, en fait, donc il y avait la logique du secret, qui étaient enfermés sur l'île et qui n'avaient pas le droit de quitter l'île sous peine de mort et de partir avec le secret. Ensuite, on arrive à l'époque de la Renaissance, où commencent un petit peu à se structurer les logiques, effectivement, de mécénat, de privilèges, avec une innovation qui devient un instrument de pouvoir et de renommée internationale. On a là le début du droit exclusif sur l'invention. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec le statut de Monopoly, Statute of Monopolies. Et les tensions clés qu'on voit ici, ce sont les prestiges versus le partage. On a ici, je fais attention à l'heure parce que je sais que Jean-Baptiste time beaucoup, qui est là. On a ici un récit qui est très intéressant, qui est celui de Brunelleschi, qui
a inventé à ce moment-là un système de poulies et de poutres cintrées pour pouvoir soulever la charpente de la chapelle de Florence. On est en 1420. Et qu'il a fait l'objet en fait, d'un premier procédé technique. C'est les premiers brevets, en fait. Ce sont les premiers brevets qui sont édités avec ce système de poulies. Et là, on a effectivement cette logique d'innovation au service du pouvoir, de la renommée et du prestige international. On arrive au temps moderne, on voit que les choses s'accélèrent, on est dans l'industrialisation, le capitalisme technique qui vient effectivement irriguer, insuffler et exacerber les logiques d'innovation. Les brevets deviennent des outils de financement. C'est le début des transferts structurés entre inventeurs et entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai pris l'histoire de Watt et Boulton. James Watt, l'inventeur de la machine à vapeur. Vous le savez peut-être, James Watt, en fait, lorsqu'il a inventé la machine à vapeur, était, pour ceux qui connaissent les TRL, il était à une TRL 3-4. Il avait l'invention, mais il n'avait pas le financement. Et c'est un investisseur, Boulton, qui, lui, a mis le cash pour pouvoir faire émerger l'invention de la machine à vapeur. Sur les diapos suivantes, on va retrouver, cette fois-ci, on voit que le temps s'est accéléré, les 3 dernières périodes. Le 19e siècle, on est sur une logique dominante de la science appliquée, de l'utilité sociale et de l'industrialisation mondialisée. Avec là, la recherche qui rejoint la fabrique et la science qui devient productrice de valeur économique. Je vous propose un récit sur ça, c'est le récit du Crystal Palace. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 1851, première exposition universelle, Hyde Park, à Londres. Du 1er octobre au 15 octobre, vous voyez, on est presque dedans, 1851, et c'est la première exposition universelle. À cette époque-là, c'est 6 millions de visiteurs, c'est des milliers et des milliers d'inventions qui sont présentées, et c'est finalement la première vitrine technologique de l'innovation, datée en fait, organisée, structurée et internationalisée. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, qui est très intéressant pour montrer effectivement combien à un moment donné, on a ce triangle de la connaissance qui commence à se construire entre industriels, scientifiques, innovateurs, inventeurs et financeurs. Le XXe siècle, on est sur l'organisation, la structuration de l'API et professionnalisation du transfert, avec la création bien sûr des offices, les lois sur la valorisation, des sortes de recherche. Et là, on a cet exemple, cette histoire que j'aime beaucoup, qui est l'histoire de Art Fry et Spencer Silver, que vous connaissez peut-être aussi. Si je vous dis press and peel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Personne? Premier petit nom du post-it. Donc Art Fry, chimiste, plasturgiste chez 3M, qui cherche une colle, qui ne trouve pas, et sa colle ne colle pas, donc problématique. Spencer Silver est un de ses collègues qui, par ailleurs, dirige une chorale, en fait, le dimanche. Et lui dit, tu sais, ta colle qui colle pas, ça m'intéresse parce que moi j'en ai marre, à chaque fois que je fais chanter les gens dans la paroisse, en fait, mes papiers se décollent, enfin mes papiers tombent en fait, et je ne sais jamais où j'en suis. Donc ta colle qui colle pas, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Donc ils se disent, tiens, pourquoi pas, on va faire un prototype. Au départ, ils appellent ça press and peel, finalement ils appellent ça post-it. Aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards de post-it qui sont vendus dans le monde chaque année. Et c'est un modèle effectivement assez intéressant puisque 3M à ce moment-là valorisait l'innovation chez eux avec 15% du temps libre de ses chercheurs était dédié à ce qu'ils voulaient faire pour pouvoir effectivement par sérendipité trouver effectivement de nouvelles voies d'innovation. Et le dernier exemple, bien sûr, on est au XXIe siècle, c'est maintenant l'économie de la connaissance et de la souveraineté industrielle, les transferts collaboratifs, l'innovation ouverte, etc., avec les tensions clés qu'on peut connaître avec OpenAI, notamment bien sûr Elon Musk, mais aussi Sam Altman, avec la logique de tension entre ouverture, fermeture, souveraineté et partage, notamment avec, on le sait, avec ChatGPT qui était d'abord un modèle, donc Elon Musk et Sam Altman, d'ouverture, mais qui en 2019 s'est refermé pour redevenir un modèle capé avec Microsoft et des logiques de copropriété industrielle et technologique. Finalement, voilà la lecture que je vous propose, parce qu'en fait, toutes les briques que je viens de vous montrer depuis l'homme préhistorique ne se sont pas annihilées et annulées les unes après les autres, elles se sont enrichies. On a un règne de l'Homo sapiens avec l'une des premières briques fonctionnelles de la propriété intellectuelle qui est l'identité. Donc la trace, on l'a dit tout à l'heure avec les bijoux de Blombos, la trace, l'identité, le signe distinctif. Le deuxième modèle de l'Antiquité nous a montré que la propriété intellectuelle est aussi un modèle d'exclusivité, avec la logique d'invention, de privilège, de monopole, de rareté.
Le Moyen-Âge, c'est la protection. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les guildes, les abbayes. La Renaissance, c'est Renaissance, reconnaissance, avec la notion, là encore, de privilège royal. L'auteur, le mérite, la création, la signature. Quand on arrive au temps moderne, on voit émerger la logique de partenariat avec la contractualisation, les échanges de savoir, le transfert. Le 19e siècle est un siècle où déjà on commence à parler de valorisation, d'industrialisation, de structuration du brevet. Je vous rappelle que les brevets ont été mis en place dès la Convention de Paris en 1883. Puis on a le XXe siècle qui vient faire système autour de tout ça avec les régulations, les institutionnalisations, la mondialisation, les normalisations, la codification. Et enfin le XXIe où on entre dans une ère de la stratégie avec l'innovation ouverte, la durabilité et donc la souveraineté, l'éthique et l'impact. L'API donc est l'empreinte des idées sur le réel et de l'homme sur son histoire, avec une propriété intellectuelle qui est vieille comme le monde, comme l'humanité créative. Dès qu'un être humain innove, il cherche à transmettre. Une pays qui a aussi toujours été un outil de pouvoir, même si au temps de l'Homo sapiens, elle ne portait pas ce nom-là. La propriété intellectuelle, elle suit de manière intime, finalement, l'évolution de nos sociétés, depuis l'oralité, je l'ai dit tout à l'heure, à l'écriture, je reparle du codex, à la centralisation, puis la démocratisation et aujourd'hui la globalisation. Et elle est surtout un indicateur. Je veux dire, vous connaissez tous le Global Innovation Index, qui nous donne aujourd'hui de vrais indicateurs géopolitiques et stratégiques sur l'état d'innovation d'un pays à l'égard des autres. Je vous invite à aller reprendre le Global Innovation Index du WIPO, qui sort chaque année et qui vous donne une lecture très, très, très fouillée et précise des logiques d'innovation d'un pays. Finalement, une boussole incontournable pour nos stratégies d'innovation, avec bien sûr la propriété intellectuelle, c'est d'abord un objet de protection, des innovations, de valorisation et de monétisation, mais c'est aussi une stimulation des partenariats et des alliances stratégiques, une source d'avantages concurrentiels et un outil de gestion des risques incontournable pour renforcer nos stratégies d'innovation et bien évidemment pour saisir toutes nos opportunités, nous, en France, de souveraineté technologique et industrielle. J'en ai terminé. Je suis même un peu en avance, du coup. 330 000 ans en 18 minutes, et donc encore 2 minutes. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre écoute. J'ai fait vite, je ne pensais pas avoir fait si vite. J'ai l'impression d'être à l'oral de français, vous savez, on a 20 minutes et finalement, il faut tout dire sur Prévert, et on y arrive quand même. Merci pour votre attention. Et puis, si jamais vous voulez qu'on poursuive cet échange, au plaisir de vous retrouver sur notre stand qui est tout là-bas à l'entrée, juste à côté du café. Merci à vous.